Dans les jours qui suivirent, je m'armai de courage pour mettre en pratique mes bonnes résolutions. Rien que le mot régime fait grossir m'avait mis en garde Claude. Vous devez donc apprendre à vous faire plaisir autrement. Il en avait de bonnes. Comme si on avait déjà réussi à se faire plaisir avec des brocolis vapeur ou du poisson bouilli. Pensez aux épices Camille. Et pourquoi pas au fond, qu'avais-je à perdre? Me voilà donc en train de faire une razzia au supermarché du coin et de monter dans la cuisine une armée de Ducros, bien connu pour relever les plats et, espérais-je, le moral des troupes. De l'ail, de la coriandre, du curcuma, du paprika, du curry, du massalé, du poivre gris, du noir, du blanc, qu'importe la couleur, pourvu qu'il y ait l'ivresse du goût. L'ennemi, c'est le fade, dans la guerre froide de mes plats choux. Je m'initie aux armes secrètes du manger mieux. La ruse de la papillote empapillée sulfurisée, la contribution stratégique de la sauce, au yaourt 0%, la participation héroïque des viandes blanches dans mes plats de résistance. Résister, tout était là, justement, car les ennemis guettaient dans l'ombre des placards, le paquet de pépitos espérait sournoisement son heure de gloire. Les palais bretons m'attendaient au tournant, piétinant d'impatience sur leurs petites pattes sablées. Leur complice, la chair de ma chair, mon propre fils. Je ne pouvais tout de même pas sacrifier sa gourmandise sur l'autel de mes bonnes résolutions. Pour lui, je devais donc continuer à m'approvisionner en produits défendus, dont il se délectait innocemment sous mes yeux au supplice, tandis que je croquais dans une pomme verte irréprochable. Si ce n'était pas du stoïcisme. Mais la pire tranche horaire n'était pas celle du goûter. Non, la pire venait avec la tombée de la nuit, là, l'appel de l'apéro se faisant pressant. Impérieux. Le danger d'une attaque aux bombes caloriques atteignait son paroxysme. Des rafales de tentation tentaient de mettre à terre mes sages desseins. Et que dire du syndrome coquillette? Son effet pervers, analogue à celui du Stockholm, m'a mené à sympathiser avec l'ennemi, à négocier avec ma conscience. Oh, juste une cuillerée pour finir l'assiette du petit. Cela étant, ma veillance finit par payer. En quelques jours, je constatais déjà de nettes améliorations, encouragé par ses premières victoires. Je m'accrochais de plus belle, entonnant silencieusement l'hymne des sommités de la ligne à la gloire, du moins gras, du moins sucré, du moins salé. Hélas, à peine les trompettes de la victoire commençaient-elles à sonner, qu'un ennemi que j'avais sous-estimé montait à l'assaut, l'ennui. Au bureau, nous traversions une période de calme plat. La meute se partageait, les os arrangés, et mon chef donnait les missions en priorité à mes collègues à temps plein. Les heures duraient 360 minutes, peut-être même 500, des fois 1000. Je guettais la pause 4 heures comme Magellan la terre promise. Bref, je croupissais. Alors, bien sûr, l'idée de la reddition me taraudait. Juste une fois, oublier le régime. Juste aujourd'hui, qui le saurait? Je m'approchais du distributeur. Petite boutique des horreurs caloriques. Rien qu'une barre de rien du tout. Où était le mal après tout? J'allais glisser ma pièce dans la fente quand mon portable vibra. Un SMS de Claude. Était-ce possible? Il avait un 6e sens ou quoi? Je le maudis intérieurement. Comment ça va? Vous tenez le coup? Je lui répondis en mentant avec aplomb. Bien sûr, super. Bon après-midi, Cam. Il n'en saurait rien, me répétais-je, revenant à la machine pour y glisser ma pièce. Mais c'était trop tard. Je sentais sa présence insidieuse partout autour de moi, comme si ses yeux étaient braqués sur ma personne. Big Brother is watching you. Comme dans le roman de George Orwell, je vivais le 1984 du régime. C'était mort pour mon écart. Je jetai un dernier regard triste à la machine et regagnai ma place, à pas long. Puis ouvris mon tiroir où m'attendait un paquet d'amandes. Je m'en autorisai 5, plus une royale gala, un festin de fourmis. Et là, sursaut soudain de rébellion. Santé, bien-être, commençaient à me sortir par les yeux. Rumination avec la mauvaise foi la plus flagrante. Prenez les gna-gna-gna escaliers plutôt que l'ascenseur. Allez faire une gna-gna-gna marche à l'heure du déjeuner. Vous pouvez aussi gna-gna-gna muscler vos fessiers en restant assise. Il suffit de les serrer puis de les relâcher discrètement. Vous vous ennuyez en attendant le métro? Gna-gna-gna-gna faites. Des petits mouvements sur la pointe des pieds. Découlez vos talons puis relâchez. Quant aux abdos, pourquoi ne pas les gna-gna-gna contracter chaque fois que vous passez une porte, en rentrant le ventre? Ni vu, ni connu. Oui, je sais, j'étais sans doute en pleine phase de résistance. Mais qui n'en aurait pas à l'idée de renoncer à toutes les tentations gourmandes qu'on nous collait sous les yeux à longueur de temps? Quoi qu'il en soit, j'avais intérêt à me ressaisir, si je ne voulais pas avoir une désagréable impression d'échec au moment de remplir mon cahier des engagements.
Encore une idée de Claude pour m'impliquer davantage dans mes résolutions et éviter que je flanche. Sur chaque ligne d'engagement, je devais cocher la case fait ou pas fait, et je n'avais aucune envie de me retrouver dans quelques jours devant lui avec une série de pas faits. J'en étais là de mes réflexions lorsque mon cher collègue Franck, en réalité, ma bête noire au bureau, m'interpella. « Ça va, Camille ? Tu fais une drôle de tête. »« Oui, tout va bien. J'essaye de me concentrer, c'est tout. »« Ah, on aurait dit que tu allais peindre un œuf. Très drôle. » Je n'allais quand même pas lui dire que j'étais en train de me muscler le postérieur, déjà qu'il n'en ratait pas une pour me faire enrager. « En matière d'œuf, regarde plutôt celui que tu as sur le crâne. » Et toc, un point partout. À la rougeur qui apparut sur ses joues, je vis que j'avais fait mouche. Je n'étais pas très fière de cette pique, mais il n'avait qu'à pas commencer. Il ne perdait jamais une occasion de me polluer, et j'appréhendais toujours un peu ses coups bas. Il faudrait que j'en parle à Claude. Comme si nous étions en lien par télépathie, je reçus, pile à ce moment-là, une demande de chat en ligne sur mon ordinateur. « Alors Camille, comment se passe votre programme, jamais sans mon corps ?» « Pas mal, c'est parfois dur de résister aux tentations. »« Mais vous l'avez fait ?»« Oui. »« Bien. Il ne faudra pas oublier de le noter dans votre carnet du positif. Je vous en ai déjà parlé. »« Non, pas encore. »« Ah, très important. Achetez-vous un petit répertoire téléphonique et notez-y, par ordre alphabétique, vos petits et grands succès, vos petites et grandes joies. Ainsi, dans quelque temps, vous aurez à votre disposition une collection d'ancrage positif. Vous verrez, c'est excellent pour l'estime de soi et la satisfaction personnelle. Je répondis aussitôt. Intéressant. Ok Claude, je vais y penser. Je voyais le curseur en forme de crayon s'agiter, signe qu'il était en train de m'écrire une longue réponse. Un petit tintement m'indiqua son arrivée. Je compte sur vous pour ne pas faire que le dire. Chaque résolution n'est pas anodine. Beaucoup de gens connaissent les bonnes pratiques pour mener une vie plus heureuse, mais ne passent jamais réellement à l'action. Ce n'est pas toujours facile de tenir ses engagements. Paresse, fatigue, découragement, les ennemis guettent. Mais tenez bon, le jeu en vaut la chandelle. Je me le tenais pour dit. Plus tard, ce jour-là, en sortant du boulot, je passais devant une librairie, et l'histoire du répertoire me revint en mémoire. L'idée de ce carnet du positif m'avait plu. Pourquoi ne pas essayer? Au pire, cela m'occuperait devant la télé. J'entrai, en choisis un, de petit format, facile à glisser dans une poche ou un sac, afin de l'avoir toujours sous la main. Ma journée avait été éreintante de rien. J'étais fatiguée, j'avais hâte de rentrer à la maison pour enfin me détendre. C'était oublier un peu vite la réalité de terrain. À peine je franchis la porte de chez moi que je sentis peser une ambiance de plan. Adrien avait sa tête des mauvais jours et me dit à peine bonsoir. La jeune fille que je prenais pour la sortie de l'école et les devoirs me semblait guère de meilleure humeur. En avisant les cahiers étalés en mode champ de bataille sur la table du salon, je devinais les raisons de ce froid. Charlotte ne se fit pas prier, d'ailleurs, pour se plaindre du manque d'attention et de motivation de mon fils. Il gigotait sans cesse, se levait pour un oui, pour un non, voulait manger, boire, se moucher. Aller aux toilettes, évoquer un balai incessant de prétextes pour retarder l'instant de s'y mettre vraiment. Son discours était ponctué de battements de cils irrités et de mots désapprobatrices. Je la remerciai pour ce débrief éclairé, tout en soupirant de lassitude à la perspective du recadrage qui s'imposait. Un quart d'heure plus tard, ma jauge de patience avait déjà perdu 10 points. Adrien, enfermé dans sa logique rebelle, rejetait la faute sur Charlotte. Elle s'y prenait mal et en plus, il ne l'aimait pas trop. Voyant que ses arguments ne portaient pas, il modifia sa stratégie et tenta celui du découragement. Tout ça, c'était à cause de son maître, qui donnait beaucoup trop de devoirs. J'avais dû voir que sa coupe de petit bonhomme était pleine, mais à ce moment-là, la mienne l'était aussi. Et je ne sus que le punir, en le privant de sa pause tablette. Il s'enfuit dans sa chambre en faisant claquer de frustration la porte derrière lui. Je dus alors déployer des trésors d'imagination et de diplomatie pour calmer le jeu et faire en sorte qu'il se remette à ses devoirs. Quand Sébastien rentra, j'en étais à préparer le dîner d'une main, à tenir de l'autre un cahier ouvert et faisais réciter à Adrien la leçon récalcitrante. Sébastien m'embrassa du bout des lèvres et me demanda si ma journée s'était bien passée, sans me regarder. Je crois que si je lui avais répondu non, très mal merci, il n'aurait pas fait attention. Je sentis alors venir cette pointe d'agacement familière, mais essayai de passer outre. Adrien avait du mal à apprendre par cœur. Il comprenait vite, mais fonctionnait à l'intuitif plutôt qu'au méthodique, et à chaque phrase qu'il écorchait, mon calme s'effritait un peu plus.
Son approximation blessée, le perfectionnisme que j'avais chevillé au corps. Sébastien ressortit de la chambre, le col ouvert et la chemise à moitié sortie du pantalon, puis se dirigea vers la salle de bain. « Mais je rêve. C'est quoi ce bazar ?» cria-t-il, à peine entré dans la pièce. « Qui a tout laissé en plan comme ça ?»« C'est pas moi !» rétorqua aussitôt Adrien. Phrase réflexe d'autodéfense très caractéristique chez les enfants. Je me sentis obligée d'intervenir. « Laisse, ça doit être moi, Seb. Désolée, mais je n'ai pas vraiment eu le temps ce matin. » Grommellement d'ours dans le lointain de l'appartement. Charmant. Il revint dans le salon, son ordinateur portable à la main, et s'énerva de nouveau. Et ses miettes sur le canapé. « Adrien, combien de fois je t'ai dit de ne pas prendre le goûter là? C'est pas vrai ça. » Je lâchai casserole et cahier et le rejoignis, las de ses arrivées tendues, distantes, qui commençaient à devenir une habitude chez lui, mais décidé malgré tout à calmer le jeu. « Laisse, je vais le faire, dis-je. »« C'est bon, je vais le faire, répondit-il sèchement. Ça montait, ça montait. » Il épousta les miettes en poussant de grands soupirs, exaspéré, puis s'installa sur le canapé devant son écran autarcique. Il avait enlevé ses chaussettes, et, je ne sais pas pourquoi, la vue de ses orteils nus faisant frotti-frotta sous mon nez, sur la table basse du salon, m'irrita davantage, à moins que ce ne soit sa totale indifférence au combat domestique que j'allais, moi, devoir mener, avant d'avoir la chance de me poser un peu. La plupart du temps, je laissais couler, mais ce soir-là, ce fut plus fort que moi. Il fallait que je dise quelque chose. « Ça va, je te dérange pas trop ?»« Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda-t-il irrité. « Je ne sais pas, moi. Peut-être que j'aurais besoin d'un petit coup de main, par exemple. Un reproche, quoi. » « Alors ça m'énerve vraiment, tu sais. Je ne t'ai pas fait de reproche, je t'ai demandé un peu d'attention. »« Tu me cries après maintenant ? Merci, ça fait plaisir quand on rentre d'une journée de boulot. Tu m'en as donné, toi, de l'attention depuis que je suis rentrée ? Alors ça, c'est la meilleure. Tu me reproches de m'occuper de ton fils ? Ah, tu vois qu'on y vient, on reproche ? » Adrien, sentant l'ambiance se gâter, s'éclipsa dans sa chambre, ravi d'échapper à la récitation. « Eh bien oui, allons-y. J'en ai marre de tout me taper toute seule. »« Ah, oui, je vois, la petite crise habituelle. »« Quoi, la petite crise habituelle ? Tu rentres tranquille, tu vas qu'à tes occupations, tu fais mumuse avec tes petits amis virtuels. » « Tu crois peut-être que je me suis amusée aujourd'hui ? J'ai bossé comme un dingue, j'ai enchaîné 3 réunions, Parce que bien sûr, moi je n'ai pas travaillé ? Oui, ok, tu travailles, concéda-t-il d'un air condescendant. C'est quoi ce temps ? Travailler à 4/5e, ce n'est pas pareil, c'est ça ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est tout comme, hurlait Jabou. J'en ai marre, débrouillez-vous sans moi, je rends mon tablier. C'est ça, pars, on n'a qu'à divorcer aussi, pendant qu'on y est. Tu as l'air de ne demander que ça. Ces paroles me frappèrent comme un boomerang en plein vol. En larmes, j'attrapai mon manteau et quittai l'appartement en claquant la porte. Une fois dans la rue, je levai les yeux vers nos fenêtres et vis mon fils, le visage triste, former un cœur avec les doigts à mon intention, comme s'il se sentait responsable de notre dispute d'adulte. Son petit geste me fit plus que plaisir, et je lui adressai à mon tour un sourire chargé de tendresse, avant de m'éloigner, le temps que s'apaise ma tourmente intérieure. J'espérais ne tomber sur personne. Je n'avais pas envie qu'on me voie dans cet état de hargne et d'énervement. C'est fou, pensais-je, qu'on puisse encore s'inquiéter de son image sociale dans un moment pareil. J'évitais de croiser le regard des passants. Je me sentais en vrac, bouleversée, et je ne voulais pas qu'ils lisent le désarroi sur mon visage, pas de témoin de mon marasme. Je marchai jusqu'à Petit Square et appelai Claude. « Claude, c'est Camille. Je vous dérange ?» demandai-je en reniflant. Inutile de lui dire que ça n'allait pas, il le devina d'emblée. « C'est Sébastien, nous avons eu une scène. J'étais à bout, comme si on était en complet décalage. » Tandis que je lui racontais, je sentais tout le bien que me procurait la qualité de son écoute. Quel bonheur d'avoir une telle oreille à portée de son chagrin. En ce moment, il est totalement incapable de m'apporter ce dont j'ai besoin. « Et de quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il du tac au tac. Je ne sais pas. Besoin qu'il fasse attention à moi, qu'il soit gentil, tendre. Au lieu de ça, j'ai l'impression de voir un robot rentrer à la maison. À part râler et se jeter sur son ordi en mode seul au monde, il ne fait rien. J'en arrive même à être jalouse de ses amis virtuels. Pendant ce temps, le reste peut s'écrouler. Et moi, je suis là, à m'activer dans tous les sens, à gérer Adrien, les devoirs, le dîner. Ce n'est pas juste. J'entends Camille. En plus, il passe son temps à me dire que je ne l'écoute pas, mais c'est faux. C'est lui qui ne m'écoute pas. Je ne peux pas en placer une, il ramène tout à lui.
Je marchais de long en large dans le square désert, les nerfs toujours en pelote. Ah, le jeu du c'est lui qui, très mauvais. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous entendre. C'est un dialogue de sourds. Écouter de mauvaise grâce, ce n'est pas écouter. Écouter vraiment, c'est se mettre à la place de ce que l'autre vit, être en empathie. Vous n'imaginez pas à quel point c'est rare, quelqu'un qui sait vraiment écouter. Je me dis souvent que celui qui sait écouter est le roi du monde. Dans les disputes, mieux vaut ne pas tout prendre pour argent comptant, Camille, mais apprendre à lire entre les lignes pour déceler les émotions authentiques. Derrière un reproche, il se cache peut-être une peur, et derrière l'agressivité, de la tristesse ou une blessure encore vive. Tout en l'écoutant, je resserrai les pans de mon manteau, gagné par une sensation de froid sans doute exacerbée par l'émotion. C'est difficile d'être dans l'écoute bienveillante que vous décrivez. Vous verriez sa tête quand il me regarde. Dans ces moments-là, j'ai l'impression affreuse qu'il ne m'aime pas. Intéressant. Et si vous remplaciez il par je? Oui, vous avez bien entendu. Je ne m'aime pas, c'est ça? Oui, c'est ça, Camille. Vous avez tendance à interpréter les comportements de votre conjoint à travers le filtre déformant de vos pensées négatives. En ce moment, vous ne vous aimez pas tellement, parce que vous vous êtes mis en tête que vous étiez moins jolie avec vos petits kilos de trop et vos premières ridules. Inconsciemment, vous projetez sur votre mari votre peur de ne plus être aimable. Et tout, dans votre attitude, va faire que ça finisse par arriver. Vous aurez validé votre scénario noir. Vous n'êtes plus désirable, il ne vous aime plus. Ces paroles frayaient leur chemin dans mon esprit, mais l'apaisement qu'elles distillaient en moi, comme une goulée d'eau fraîche, fut perturbé par deux hommes qui venaient d'entrer dans le parc. Ils avaient la tête cachée sous des capuches, et je suivis leur déplacement d'un regard méfiant. Dans mon agitation, ma soif d'entendre les conseils de Claude, il ne m'était pas venu à l'idée qu'ils étaient peut-être imprudents de m'attarder à la nuit tombée, dans ce square désert. Je gagnai la sortie d'un pas rapide, sans toutefois avoir l'air de fuir, pour ne pas attirer l'attention sur moi. Mais une main s'abattit soudain sur mon épaule. Je criai. Pivotai aussitôt pour me dégager. L'un des deux hommes se pencha vers moi, un jeune qui sentait l'herbe à plein nez. « Vous avez perdu quelque chose ?» me dit-il, en me tendant le foulard habituellement noué à l'anse de mon sac. « Ah, merci !» balbutiai-je, en le lui arrachant presque des mains. Puis je m'éloignai sans demander mon reste. À l'autre bout du fil, Claude s'inquiéta. « Allô, Camille ? Allô ? Vous êtes toujours là ?» Je regagnai en hâte les rues de mon quartier éclairées par les réverbères. J'attendis que les battements de mon cœur se calment pour poursuivre la conversation. « Désolé, Claude, un petit contretemps. Vous me disiez ?» Pour éclairer le mécanisme de notre dispute, Claude évoqua le principe du triangle dramatique. Il m'expliqua comment, dans ce scénario relationnel négatif, chacun pouvait jouer tour à tour un rôle de victime, de persécuteur ou de sauveur. Vous comprenez donc que, dans un tel schéma, il ne peut pas y avoir d'issue favorable, à moins de sortir du jeu. Dans votre histoire, voilà le film. Lui, persécuteur, quand il râle à tout bout de champ. Vous, sauveur, quand vous proposez d'enlever les miettes pour lui. Puis victime, quand vous vous plaignez de manquer d'aide. Persécutrice, quand le dialogue tourne aux reproches. Lui à son tour victime, quand il se plaint de son éprouvante journée, etc. Chacun tourne dans les rôles sans trouver d'autres issues que le crescendo inévitable de la dispute. Or, il existe d'excellents moyens pour sortir du triangle. Dites-moi vite. Déjà, prendre conscience du scénario pour stopper le jeu et attendre un moment calme et propice pour renouer le dialogue. Ensuite, bien cerner vos besoins pour formuler des demandes directes à votre conjoint, afin qu'il sache en clair et sans décodeur ce que vous souhaitez. Si ce sont des attentes légitimes et raisonnables, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y accède pas. Intéressant. Je serrai le combiné contre mon oreille, tentant d'ignorer le bout de mes doigts gelés. Je changeai finalement de main pour enfourner la première bien au chaud, au fond de ma poche. Il va falloir aussi apprendre à poser vos limites et à les exposer à votre entourage, poursuivit Claude. Votre profil de personnalité vous conduit très souvent à chercher à faire plaisir, une forme de suradaptation chronique au désir de l'autre, au détriment des vôtres. Votre nature vous pousse à être beaucoup en empathie, et c'est une bonne chose de se soucier du bien-être d'autrui. Encore faut-il ne pas confondre empathie sèche et empathie mouillée. Avec l'empathie mouillée, vous prenez à votre charge le pathos de l'autre. Vous absorbez ses émotions négatives et finissez par aller mal. Vous aussi.
Avec l'empathie sèche, vous arrivez à entendre et compatir aux problèmes de votre entourage, sans pour autant vous laisser contaminer par son humeur néfaste. Cette sorte de bouclier de protection est très utile pour ne pas se laisser aspirer, sans compter qu'au bout d'un moment, à force de vous sentir bonne poire, vous pétez les plombs. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Ne vous inquiétez pas, il faut juste réajuster le tir. Arrêtez d'être trop gentil, soyez simplement plus authentique dans vos émotions. Et puis, très important, apprenez à décoller vos timbres au fur et à mesure, au lieu d'exploser comme une cocotte minute, ainsi que vous l'avez fait tout à l'heure. Des timbres? C'est-à-dire? Il va falloir que je lui écrive? Non, rien de tout ça. Décoller ses timbres, c'est une expression imagée, qui signifie qu'il faut dire ce qu'on a sur le cœur au fur et à mesure. Il faut dire à votre mari vos contrariétés au fur et à mesure. Je vois. Si vous lui faites passer vos messages avec douceur et bienveillance, il n'y a pas de raison pour qu'il ne les écoute pas. Et puis à l'avenir, quand vous sentez que la moutarde commence à vous monter au nez, mettez-vous d'accord avec lui sur un code rouge. Un code rouge? Oui, convenez tous les deux d'un petit signe que vous ferez pour prévenir l'autre qu'il y a un danger de dispute. Nous pratiquons ça avec ma femme et ça marche très bien. C'est une sorte de warning, comme en voiture. Le geste agit comme une lumière qui clignote pour avertir qu'on avance en terrain miné. En étant ainsi prévenus l'un et l'autre, vous éviterez la montée en cascade de l'agressivité. Un bip, le signal d'un double appel. C'était Sébastien, à coup sûr. Est-ce que je décrochais ou pas? Pas tout de suite. Je lui fais envoyer un message automatique. Je suis en ligne. Camille, vous êtes toujours là? J'ai entendu un bip. Oui, un double appel, ce n'est pas grave, je rappellerai après. C'était votre mari? Oui, mais je vous en prie, poursuivez. C'est vraiment important pour moi d'avoir vos conseils. Ok Camille, mais pas longtemps. Il faut que vous rentriez chez vous, maintenant et moi. J'ai un bon journal qui m'attend au coin du feu. Je ne m'étais pas rendu compte que je l'avais retenu aussi longtemps, et je me sentis toute penaude. Dernière chose, très importante Camille, apprenez à formuler des critiques sans violence. Pour ça, ne commencez pas vos phrases par des « tu, assassin ». J'appelle ça la mitraillette à reproche, un parade pour faire sortir l'autre de ses gants. Pour dire ce que vous avez à dire, faites plutôt une fête. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de festif à se disputer. Ce sont des initiales. F, vous rappelez les faits qui vous ont contrarié. E, vous exprimez votre émotion, ce que vous en avez ressenti. T et E, vous proposez un terrain d'entente, une solution gagnant-gagnant pour les deux parties, en reprenant le scénario de votre dispute. Ça pourrait donner ceci. Quand tu as sous-entendu que je travaillais moins que toi, le fait. J'en ai éprouvé de la peine. Je ne me suis pas sentie valorisée, l'émotion ressentie. Or, j'ai vraiment besoin de tes encouragements, et que tu sois fier de moi, tout comme moi sans doute. Je pense que nous devrions nous donner plus souvent des signes de reconnaissance pour que chacun de nous se sente valorisé pour tout ce qu'il fait pour la famille. La piste d'amélioration constructive pour les deux parties. Ainsi, on éviterait les pesanteurs et les malentendus. Qu'en penses-tu? Ah, pas mal. Mais ça ne fait vraiment pas naturel comme procédé. Qu'est-ce qui est le plus important? Être naturel ou éviter l'escalade de l'agressivité? Je souris. J'ai compris le principe, mais comment je vais rattraper le coup maintenant? Quand je l'ai quitté, il était furieux. Il a même parlé de divorce. Bah, il a dit ça sous le coup de la colère. Je suis sûre que si vous lui tendez la main de la réconciliation, il sera bien content de la saisir, vous verrez. Faire un pas vers l'autre, ça paraît si simple, et pourtant si peu de gens le font. C'est pour ça qu'il y a tant de divorces. Quel dommage. Que d'amour gâché, alors qu'avec un peu d'effort, elle pourrait repartir de plus belle. Il faut dire que dans notre société d'hyperconsommation, on préfère jeter plutôt que réparer. Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort, dit un proverbe chinois. Ah Claude, je suis si triste parfois, j'ai l'impression que le voile gris a remplacé le voile blanc. Encore une pensée fabriquée de toutes pièces par votre cerveau. C'est un mauvais film que vous vous jouez. Vous pouvez à tout moment décider d'en changer. Rappelez-vous. Comment? Déjà, en continuant de faire ce que nous avons commencé à faire, en allant bien vous-même, en prenant soin de vous, en vous recentrant sur vos qualités et atouts, en redécouvrant vos besoins et vos valeurs profondes, bref, en repartant de vous pour rayonner. Vous ne devez pas faire peser sur votre conjoint la responsabilité de votre bonheur. Il ne doit être dans votre vie qu'une cerise sur le gâteau. J'imaginais la tête de Sébastien plantée au milieu d'un gros gâteau, dégoulinant de crème. Une drôle de vision. Vous trouvez que j'ai trop d'attentes vis-à-vis de lui?
Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je dis simplement qu'il faut savoir aimer à la bonne distance. C'est comme avec un élastique. Ni trop serré, c'est étouffant, ni trop distendu, parce qu'on finit par perdre le lien. Il faut trouver la bonne tension. Il est aussi nécessaire de démêler les fils qui nous relient au passé, c'est-à-dire comprendre comment les relations que vous avez vécues, enfant, influencent votre présent. Je ne vois pas comment une chose du passé peut influencer ma vie aujourd'hui. Et pourtant, vous n'imaginez pas à quel point. Ne m'avez-vous pas raconté que votre père avait quitté votre mère avant vos 2 ans? Oui, c'est exact. Il est possible que certaines situations dans votre vie d'aujourd'hui réactivent ces blessures du passé et libèrent malgré vous une charge émotionnelle disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur. On appelle ça des élastiques. Tout à l'heure, inconsciemment, vous avez poussé votre conjoint à bout jusqu'à ce qu'il dise excédé que vous alliez finir par divorcer. Vous avez sans le savoir validé un vieux schéma négatif. La terreur de votre enfance, être quitté par l'homme que vous aimez. C'est terrible vu comme ça. Je n'en avais vraiment pas conscience. Complètement gelé à présent, j'entrais dans un bar tabac encore ouvert et commandais un chocolat chaud au garçon qui s'était approché de ma table, le portable chauffé entre mes mains. Cela faisait bien une demi-heure que j'avais Claude au bout du fil et il continuait son coaching avec la même ferveur que la première fois. Il avait forcément éprouvé tout ça, lui aussi. Il ne pouvait en être autrement. Il était tellement habité par ce qu'il racontait, et moi, je n'en perdais pas une miette. La prise de conscience est un excellent premier pas pour couper les élastiques du passé. Après, c'est en continuant votre travail personnel de confiance en vous et de transformation positive que vous pourrez vous débarrasser définitivement de ces vieux démons. Vous n'êtes plus la petite fille sans ressources que vous étiez quand votre père est parti. Vous êtes une adulte responsable et autonome, capable de faire face aux situations. Cela étant, il est important de rassurer cette partie, de vous qui a eu peur et qui a eu mal autrefois. Ainsi, vous serez réconcilié avec ce morceau de vous-même. Et comment fait-on pour rassurer sa petite fille intérieure? Demandai-je tout en soufflant sur mon chocolat fumant. On se met dans un coin, au calme, et on lui parle gentiment, comme à ses propres enfants. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez, que vous serez toujours là, qu'elle peut compter sur vous. Mais, pour une guérison totale de cette blessure d'enfance, il vous faudra passer par l'étape du pardon, qui est de pardonner à votre père. Claude dut sentir que ça coinçait, car il enchaîna, s'efforçant de temporiser. Vous le ferez le moment venu, quand vous serez prête. Pour l'instant, agissez déjà sur votre vie de couple. Devenez moteur de la relation. Donnez plus. On en revient un peu à la case départ, vous ne trouvez pas? Pourquoi ce serait toujours à moi de faire des efforts? Pourquoi pas lui? Parce que nourrir positivement la relation vous reviendra au centuple. Faire du bien aux autres, c'est de l'égoïsme éclairé, disait Aristote. Et puis, pensez que pour l'instant, c'est vous qui avez un temps d'avance en développement personnel. C'est donc à vous de lui montrer le chemin. Peut-être aussi vous est-il plus naturel de prendre des initiatives? D'instinct, vous saurez comment faire jaillir l'étincelle pour rallumer le feu. Convenez que mieux vous renoncez à être dans le classique duel, du « qui fait quoi ?» Cette compétition négative pour déterminer lequel dans le couple est le plus méritoire. Il faut en finir avec ça. Vous ne pensez pas, Camille? Si, bien sûr, il avait raison, 100 fois raison. Partez du principe que l'autre essaie de donner le mieux de ce qu'il peut dans la relation à l'instant T, et retenez ce qu'il apporte de positif, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous déçoit, parce que ça ne correspond pas tout à fait à vos attentes. On récolte ce que l'on sème. Le vieil adage a du bon. Semez du reproche, et vous récolterez rancœur et désenchantement. Semez de l'amour et de la reconnaissance, et vous récolterez tendresse et gratitude. C'est juste. Je m'en rends compte. Mais ce qui me rend folle aussi, c'est cette tiédeur, cette léthargie amoureuse, moi qui rêve encore de grands sentiments et de démonstrations romanesques. Là encore, il faut viser la voie du milieu. Pas de fantasmes irréalisables, mais pas d'ambition au rabais non plus. Vous avez raison de vouloir raviver la flamme, tant que vous ne projetez pas des attentes disproportionnées. Vous devez respecter et accepter la personnalité profonde de votre conjoint, et ne pas attendre de lui des choses qu'il ne pourra pas vous donner. L'amour est comme une plante qui demande beaucoup d'attention, et qui grandit bien quand on l'arrose. Valorisez votre mari dans tout ce qu'il fait de bien. Montrez-lui votre gratitude, voire votre admiration. Vous le verrez alors changer et s'épanouir de jour en jour. Il sera probablement beaucoup plus réceptif à vos propositions amoureuses. Sourire, soutien, tendresse, voilà le terreau de votre carte du tendre. Bip à nouveau. C'est encore Sébastien. Eh bien, décrochez Camille, qu'est-ce que vous attendez? Claude? Oui? Merci.
Sébastien et moi échangeâmes quelques mots, suffisants pour désamorcer la tension, et pour ajouter une touche d'humour à notre réconciliation, je rentrai chez moi en agitant un mouchoir de poche blanc, dans l'embrasure de l'appart. La paix fut scellée par un tendre baiser de retrouvailles. Adrien en profita pour surgir de sa cachette et nous sauter au cou. « Vous n'allez plus divorcer alors ?» demanda-t-il vaguement inquiet. Sébastien et moi nous sondâmes l'un l'autre du regard à la recherche d'une réassurance. Je perçus alors dans ses yeux, oui, c'était bien ça, une lueur d'attachement qui me rassura. « Mais non !» dis-je en lui ébouriffant tendrement la tignasse. « Eh maman !» protesta-t-il, s'empressant de remettre ses mèches en place. Depuis quelque temps, son look le préoccupait beaucoup, égard à qui touchait à sa coiffure mouillée et gominée avec le plus grand soin. Profitant de cette ambiance de réconciliation, le petit futé plaida habilement sa cause. « Comme j'ai fini tous mes devoirs, je peux faire un peu de tablette, s'il te plaît, maman chérie ?» Je ne savais pas quel serait son métier, mais je ne m'inquiétais pas trop pour lui. Il savait si bien vous mener là où il voulait, impossible de lui en vouloir très longtemps, ni de résister à ses appels de charme. Adrien rivait à sa tablette avec un sérieux de gamer aguerri. Je m'accordais un moment de tête-à-tête avec Sébastien, les gestes tendres encore un peu sur la retenue, l'esprit encore griffé par la dispute. Et tandis qu'il nous servait un fond de vin blanc, je pris conscience de l'effort à accomplir pour redonner à nos amours tout le faste d'antan, pour qu'elles retrouvent la splendeur d'un Versailles. J'avais encore du chemin à accomplir. Heureusement, question chemin, Claude semblait en connaître un rayon. Pour ma leçon d'être suivante, Claude m'avait donné rendez-vous au jardin d'acclimatation. Cela faisait une éternité que je n'y ai pas venu. Mon âme d'enfant frétillante se régalait de voir tourner les manèges et croquer les pommes d'amour. Je me serais damnée pour des churros au chocolat, mais Dieu merci, Claude arriva à point nommé pour m'éloigner de la tentation. Il m'invita d'abord à prendre un thé chez Angelina, où je m'accordais qu'une seule gourmandise, une rondelle de citron. Vu le degré de stoïcisme nécessaire pour résister aux étals de pâtisserie fine, cela méritait d'être relevé. Puis il m'entraîna dans la galerie des glaces déformantes. « Qu'est-ce que vous voyez là, Camille ? Quelle horreur !» Moi en plus grosse encore et déformée, m'esclaffai-je. Est-ce que cette image est vraie ? Non, heureusement, je ne suis pas si grosse que ça. Vous n'êtes pas si grosse que ça en vrai non plus, Camille. La plupart du temps, vous vous voyez comme à travers ce miroir déformant à cause de vos pensées négatives qui transforment la réalité. Votre mental vous joue des mauvais tours, il vous raconte des histoires et vous finissez par le croire. C'est un magicien noir. Mais vous êtes une magicienne encore plus forte. Vous avez le pouvoir de stopper votre mental et même de le manipuler. Regardez-moi, Camille. Qui est maître de vos pensées ? Je ne sais pas. Mais si, vous savez. Moi ? Bien sûr. Personne d'autre que vous. Le plus souvent, on est très mauvais juge pour soi-même. Aujourd'hui, vous êtes persuadé que vous êtes trop grosse parce que vous avez 4 kilos de trop. Mais c'est dans votre tête que le problème a pris trop de place. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça, être gros. Je lui glissai un regard de biais, tout en repensant à l'homme de la photo, dans son bureau. Était-ce un proche ? Était-ce lui-même ? Je n'osais pas lui poser la question, directement. Je tentais donc une autre approche. J'ai l'impression que vous connaissez bien la question. Je vis Sarri Julien se froncer et la surprise se peindre sur son visage. Il racla la gorge, comme s'il cherchait à gagner du temps, comme si ma question l'embarrassait. Ses yeux perdirent dans le vague, et il répondit évasivement. Oui, en effet, je connais bien le problème. Pour l'avoir vécu vous-même ? Je lus dans son regard que je l'agaçais avec mes questions. C'est bien possible, mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Dommage, pensai-je. Cela m'aurait diablement intéressé d'en savoir plus sur sa vie, mais je sentis qu'il ne fallait pas insister pour l'instant. Il m'entraîna vers le premier miroir de la galerie. Un miroir normal. Alors Camille, regardez-vous bien, et dites-moi maintenant ce qui vous plaît le plus dans votre physique. Je scrutais mon reflet à la recherche d'éléments favorables. Eh bien, je crois que j'aime bien mes yeux. Ils sont pétillants, et d'une assez jolie couleur. Très bien, continuez. Je descendis un peu plus bas pour évaluer mes attributs féminins. Ma poitrine n'est pas mal non plus. Elle me fait un joli décolleté. Mes chevilles me plaisent assez aussi. J'ai les jambes fines, jusqu'aux genoux. Parfait, Camille. Vous allez donc tout faire pour mettre vos atouts en valeur et focaliser votre attention dessus, plutôt que sur vos petits défauts, dont tout le monde se fiche. Gardez toujours à l'esprit l'exemple de certaines femmes, pas si jolies que ça, et qui ont eu pourtant un succès fou. Prenez Edith Piaf, qui a eu les plus beaux âmes. Ou Marilyn Monroe, connue pour ses rondeurs, mais ce qui compte le plus, vous l'avez deviné. C'est ce que vous dégagez de l'intérieur, la confiance en soi est votre plus bel atour.
Rayonnez et vous serez irrésistible. C'est en vous remplissant de belles choses que vous serez attirante. Croyez-moi, la bonté et la bienveillance brillent plus que les bijoux les plus beaux. Ce que vous êtes à l'intérieur se voit à l'extérieur. J'avais envie de lui demander si c'était ce qui s'était passé pour lui. Il planait sur sa vie un voile de mystère que je n'osais pas encore soulever. Je me contentais d'une boutade. Ça fait un peu pub de yaourt, ce que vous dites, mais je comprends l'idée générale. Œuvrez chaque jour pour devenir une personne meilleure, véhiculez des ondes positives, et vous verrez bientôt le succès que vous aurez. Et si je n'y arrive pas, Claude, si malgré tout, je continue à me trouver moche? Chut, 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 arrêtez de nourrir vos rats, Camille. Vos rats, ce sont vos peurs, vos complexes, vos fausses croyances, toute cette partie de vous qui aime bien se faire plaindre et jouer les caliméros. Est-ce que vous comprenez ce que vous recherchez, inconsciemment, à jouer ce mauvais rôle? Peut-être que si je reste moche, je n'attire pas trop l'attention et je ne risque pas de décevoir ou d'être déçu. Et puis au moins, les gens n'attendent pas trop de moi, j'ai la paix. Et quel serait le risque d'attirer les regards? Qui dit plus de regards, dit plus de commentaires, plus de jugements, donc potentiellement plus de risques d'être blessé. Oui, sauf qu'on ne peut vous atteindre que si vous êtes atteignable. Plus vous aurez confiance en qui vous êtes, moins vous serez susceptible d'être blessé par des atteintes extérieures. Quand vous aurez remusclé votre estime de vous, que vous aurez un projet de vie en totale cohérence avec votre personnalité et vos valeurs profondes, vous avancerez sereinement, forte de votre vision positive. Et vous n'aurez plus peur, vous serez aligné, en harmonie avec vous-même et l'univers. Dit comme ça fait envie. J'espère que ce grand jour arrivera bientôt. Ça ne dépend que de vous, Camille. Mais pour améliorer mon image de moi, Claude m'emmena devant un miroir affinant. Déjà, tous les matins, devant votre miroir, vous allez changer de dialogue intérieur. Vous répéterez des affirmations positives. Que vous êtes belle, attirante, que vous aimez vos formes, que vous avez de jolis yeux, une belle poitrine, que vous êtes une femme formidable qui réussit ce qu'elle entreprend, etc. Ce n'est pas un peu trop? C'est à peine assez, répondit-il, taquin. Ensuite, vous allez apprendre l'art de la modélisation. C'est-à-dire, quelle femme admirez-vous le plus et pourquoi? Je ne sais pas. J'adore Isabelle Huppert. Je trouve qu'elle a un charme fou. Très bien. Alors, étudiez Isabelle Huppert, ses attitudes, sa manière de marcher, de sourire. Entraînez-vous à reproduire ses gestes. Fermez les yeux. Visualisez-vous en train de marcher dans la rue et jouez à être Isabelle Huppert. Comment vous sentez-vous? Belle, sûre de moi, posée. Comment réagissent les gens autour de vous? Ils me regardent, m'admirent. C'est agréable? Très agréable. Super. Gardez ces sensations en tête. Et n'hésitez pas à le faire pour de vrai. Mettez-vous dans la peau d'un de vos modèles. Ok, j'essaierai. Ça peut être drôle. Et puisque nous parlons de modèles, je voudrais que vous vous cherchiez des mentors. Quelles personnes admirez-vous le plus? Quelles sont leurs qualités, leurs modèles de réussite? Étudiez leur vie, lisez leur biographie. Créez-moi un beau patchwork graphique de toutes leurs photos. Vous pouvez me faire ça dans 15 jours? Je vais tâcher. En vrai, je me sentais un peu comme l'étudiant à qui l'on vient de donner trop de devoirs. Mais Claude m'avait prévenu. Les petits monstres intérieurs guettent, paresse, découragement. Il fallait que je m'accroche, même si le rythme du changement me semblait intensif et que je ne me sentais pas encore très à l'aise dans les souliers de mon nouveau moi. Je rentrais chez moi, claqué. Les informations se bousculaient dans ma tête. Que de changements enclenchés en si peu de temps. J'avais besoin d'un bon bain pour me détendre. Je mis une tonne de mousse et me laissai glisser dans l'eau brûlante qui mordait ma chair. Un délice. Je jouais avec la mousse comme quand j'étais petite. Un vrai plaisir régressif. J'avais le temps, la veille au soir. Au lieu de regarder la télé, j'avais mitonné un bon petit plat pour le lendemain. Nous n'avions plus qu'à nous mettre les pieds sous la table. On se régala. Et j'eus droit à un concert d'onomatopées de papy reconnaissante. C'est super bon, maman. Tu peux faire Top Chef. Moi, je dis. J'ouris sous cape, en voyant mon fils se resservir une 3e fois de la tarte dans laquelle j'avais glissé du tofu soyeux et de la courgette au milieu d'olives et de tranches de fromage de chèvre. Il a mangé de la courgette. Il a mangé de la courgette. C'est sûr, ça changeait des surgelés. Souvent après le dîner, Adrien me proposait un jeu de société avec lui. Je ne m'en sentais jamais le courage, et puis, n'avais-je pas assez l'âge? Quand cette fois je lui ai dit oui, il en resta bouche bée. La lueur de joie qui brilla alors dans ses yeux, cette joie cristalline que seuls les enfants peuvent ressentir, finit de balayer mes réticences.
Claude m'avait suggéré ça, d'arrêter d'être trop adulte, de me laisser davantage aller à des moments complices avec mon fils. Le secret, c'est de participer, m'avait-il glissé avec un clin d'œil de connivence. Me voilà donc en mode gamer, joueur, c'est un has-been, à essayer de me reconnecter à mon enfant intérieur. Cette partie de moi ludique et créative, trop souvent bridée par mon moi adulte responsable et un brin rabat-joie, m'avait encore expliqué Claude. Qu'entre toute attente, je m'amusais, et le visage heureux de mon fils valait toutes les récompenses. Comblé dans son besoin de jeu et de présence, il se coucha sans faire d'histoire, un bonheur. « Tu viens te blottir un peu ?» me demanda Sébastien, installé sur le canapé, quand je le rejoignis dans le séjour. « Non, pas tout de suite, » répondis gentiment. « J'ai du travail. » Il parut surpris, un brin décontenancé même. Il faut dire que d'habitude, c'était toujours moi qui quémandais de la tendresse. Pour une fois, les rôles étaient inversés. Peut-être venais-je de trouver là la bonne distance de l'élastique. Je m'installai sur la table du salon avec mon ordinateur portable, mais aussi du papier et des crayons. Je commençai par le plus facile, le portrait chinois des personnalités que je voulais modéliser. J'écrivais pêle-mêle. Je voudrais avoir la sagesse d'un Gandhi, la sérénité d'un Bouddha, la grâce d'une Audrey Hepburn, le sens des affaires d'un Rockefeller, la volonté et l'abnégation d'une Mère Teresa, le courage d'un Martin Luther King, l'ingéniosité d'un Rouletabille, le génie créatif d'un Picasso, l'inventivité d'un Steve Jobs, l'imagination visionnaire d'un Da Vinci, l'émotion d'un Chaplin, et pour finir, le flegme et l'humour de mon grand-père. Contente de mon brainstorming, je cherchais puis imprimais les photos de toutes ces personnalités pour créer mon tableau de mentor. Je ne m'attendais pas à ce que l'exercice me fasse autant de bien. Tous ces visages m'inspiraient, me ressourçaient. En les regardant, je tentais de percer un peu du secret de leur talent et de m'imprégner de leur modèle de réussite. Je sentais que ce petit exercice m'avait permis de mettre en lumière certaines de mes valeurs et d'affiner la vision de la personne que je voulais devenir. Le board de mes modèles avait fière allure. Je décidai de l'accrocher en belle place, près de mon bureau. Je continuai ensuite mes recherches dans mon domaine de prédilection, la mode. J'explorais les bios de grands créateurs, dont mon préféré, Jean-Paul Gaultier. Je parcourus avidement l'entrée qui lui était consacrée sur Wikipédia. À 15 ans, il dessine les esquisses d'une collection de vêtements pour enfants. C'est après avoir vu le film Falbalas de Jacques Becker, pour lequel Marcel Rochas a dessiné tous les costumes, qu'il se décide à faire de la couture sa profession. Il envoie un dossier à l'entreprise Yves Saint Laurent, mais sa candidature est rejetée. Ses croquis vont alors à Pierre Cardin. Le jour même de ses 18 ans, il intègre la maison de couture, où il restera un peu moins d'un an, avant de rejoindre le farfeleux Jacques Esterel, puis en 1971, l'équipe de Jean Patou. Comment un homme aussi génial a-t-il pu être rejeté par la maison Saint-Laurent au début de sa carrière? Incroyable. Cela me rappelait la petite histoire sur la persévérance que me racontait souvent mon grand-père. Sais-tu qui est cet homme, né dans la pauvreté, et qui a dû toute sa vie supporter la défaite? Il aurait pu abandonner de nombreuses fois, se retrouver 1000 raisons de le faire, mais il ne le fit pas. Il avait une attitude de champion, et à force, il en est devenu un. Et un champion n'abandonne jamais. Enfant, il a été chassé de sa maison. Il a perdu sa mère, a fait faillite une première fois, a été battu aux élections législatives, a perdu son emploi, a fait faillite de nouveau, et mis 17 ans à rembourser sa dette. Sa fiancée est morte. Il a traversé une grave dépression nerveuse. A été battu à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois. Élu au Congrès, mais pas réélu. Il n'a jamais obtenu l'emploi d'agent des terres de son état natal, pour lequel il avait postulé. Il s'est présenté au Sénat des États-Unis et a été battu. A présenté sa candidature pour la vice-présidence lors de la convention nationale du parti et a obtenu moins de 100 votes. Il s'est représenté au Sénat et a été encore battu. Cet homme, Camille, c'est le président Abraham Lincoln. Il me racontait cette histoire et à la fin, il avait le sourire aux lèvres, content de la chute. Et moi, est-ce que j'avais su persévérer tout au long de ma vie ou est-ce que j'avais trop vite renoncé à mes rêves? Cette idée jeta une ombre sur mon humeur. Maussade. Je me dirigeai vers le placard du fond du couloir, et on ressortit un carton à dessin. En silence, je me mis à feuilleter mes esquisses d'un autre temps. Je notais, ébahi, l'aisance des traits. C'est que j'avais un sacré coup de crayon, à l'époque. Peut-être aurais-je pu en faire quelque chose, si j'avais suivi une école de dessin au lieu d'études de commerce. Mais maintenant, c'était trop tard. À côté des croquis académiques,
je m'amusais à revisiter des vêtements d'enfants ordinaires. J'imaginais des ajouts de tissus, de matières, de motifs, qui leur conféraient une originalité indéniable. Oula, tu te mets la tête dans ces vieilleries? Nostalgie, nostalgie? Me taquina Sébastien en passant dans le couloir. Je lui jetai un regard furibond. Excuse-moi, je plaisantais, dit-il en me faisant un baiser sur la joue. Il sent très bien tes dessins. Tu viens te coucher? Non, pas tout de suite. Je regarde encore un peu tout ça. Je caressais les feuilles de papier comme on caresse un rêve du bout des doigts. Et si je décidais de lui redonner vie à ce rêve? Sébastien comprendrait-il? Serait-il à mes côtés pour prendre le train du changement? Ou resterait-il à quai? Cette question n'était pas sans m'inquiéter. Je confiai à Claude mes inquiétudes concernant l'évolution de ma relation avec Sébastien. Il me fit prendre conscience de ce que cela pouvait avoir de déstabilisant pour mon mari, de me voir ainsi remettre ma vie en question. Toutes ces transformations devraient le bousculer en profondeur. Je devais accepter l'idée qu'une période de transition était nécessaire. Après tout, je lui imposais ma petite révolution, alors qu'il n'avait rien demandé. Il fallait lui laisser le temps de s'adapter. Et puis, une telle période de mutation s'accompagnait forcément chez mon mari, comme chez moi, de toute une palette d'émotions, les résistances, les 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ma peur était double en fait. Peur que Sébastien ne me suive pas dans mon projet de réorientation professionnelle. Peur que notre relation continue à s'essouffler. La première chose à savoir, me dit alors Claude, c'est si vous l'aimez toujours. Oui, bien sûr, même si des fois je doute. Souvent, ce n'est pas l'autre qu'on n'aime plus. C'est ce qui est devenu la relation. Or, dans un couple, chacun est co-responsable de la qualité des échanges. Si vous voulez rallumer la flamme, provoquer des étincelles, n'attendez pas toujours de l'autre l'initiative. Nous en avons déjà parlé. Mais comment faire? En développant votre créativité amoureuse, par exemple. Amusant. De quelle manière? Vous pourriez lui écrire un SMS d'amour 3.0 pour commencer. 3.0? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, à l'heure où tout le monde écrit des SMS en phonétique, prenez le contre-pied en lui envoyant un SMS créatif, bien écrit et comble du chic, sans faute d'orthographe. Mais encore, suivez votre inspiration. Cela dit, il existe quelques techniques. Vous identifiez les centres d'intérêt de votre chair et tendre, et vous en choisissez un. Vous écrivez ensuite, façon brainstorming, tous les mots et toutes les expressions qui vous viennent, en lien avec ce thème. Enfin, vous créez des rapprochements improbables de mots. Vous inventez des expressions pour écrire un texte savoureux. Prenons un exemple. Si vous voulez, ça sera plus clair. Qu'est-ce qui le passionne, votre mari? Il adore le zen, il fait du yoga, et il rêve qu'on aille en Inde. Parfait. Listons tous les mots liés à ce thème, avec son aide. Avec son aide, je griffonnais sur une feuille de papier. Zen, lotus, fleur de lotus, équilibre, respiration, souffle, paix, beauté, bulle intérieure, jardin zen, méditation. Écrivez bien tout, insista-t-il. Ce sera votre matière première créative. Et souvenez-vous de la règle du CQFD. C'est barré, pas de censure, ni de critique. Q pour quantité. Il s'agit d'émettre un maximum d'idées. F pour farfelu. Bienvenue à lui. Notez même les idées les plus folles et improbables. D pour démultiplication. Une idée en entraîne une autre. Ça s'appelle rebondir. Je m'en souviendrai. Merci Claude. Ensuite, croisez le vocabulaire du zen avec le vocabulaire amoureux. Secouez bien et découvrez les trouvailles rédactionnelles qui en résultent. Pensez aussi aux figures de style, les assonances, la répétition d'un même sans voyelle, les allitérations, la répétition d'un même sans consonne, les comparaisons, l'emphase, l'exagération dans le temps, l'oxymore, l'alliance de mots ou rapprochement improbable, comme la fameuse obscure clarté qui tombe des étoiles, la lilote qui atténue une déclaration comme il n'est pas laid pour dire qu'il est beau, et tant d'autres. Mais plus important que tout, suivez votre cœur. Ça ne coûte rien d'essayer. Ce que je fis aussitôt, constatant que ce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Concentré, le stylo suspendu dans les airs, je cherchais l'inspiration en laissant fuir mon regard au-delà des vitres. Je mis bien 20 minutes avant de présenter mon love text à Claude. Mon amour, dehors, un ciel bas et lourd. Dedans, un soleil au zénith. C'est l'effet bonheur de te retrouver ce soir dans notre maison bulle. Bulle de chaleur, bulle de douceur, jardin zen qui d'un baiser devient jardin d'Éden. Laisse-moi être la fleur de lotus de tes jours et le loup de tes nuits. Ce vent brûlant de Rajasthan.
pour souffler sur tes désirs comme sur les braises d'un feu sacré, et nous emmener vers des rivages où seul l'amour a droit de passage. Ta Camille qui t'aime. Claude leva vers moi des yeux ébahis. Eh bien, pour une première tentative, vous faites fort. Excellent, vraiment. Bien sûr, l'écriture amoureuse n'est qu'une technique parmi d'autres. Toute autre forme de créativité est la bienvenue pour river sans clou au quotidien. Laissez aller votre imagination et votre intuition. Osez vos idées. Vous verrez, non seulement vous allez bien vous amuser, mais en plus, vous aurez tôt fait de raviver la flamme. Vous dites ça parce que vous avez testé ? Qui sait ? Encouragé par cet essai prometteur, je décidai de lancer dans les jours qui suivirent l'opération BL, Big Love. Je commençais en douceur, l'air de rien, par un SMS quotidien. Puis j'intensifiai peu à peu mon travail de reconquête du territoire amoureux, en minant la maison de mots doux sur des post-it que Sébastien découvrait entre deux oreillers, ou en ouvrant le placard à biscuits. Je n'obtins pas tout à fait les résultats escomptés. À vrai dire, il semblait plus surpris que séduit, comme si ces soudaines démonstrations d'amour le mettaient sur la réserve. Bien sûr, il me souriait, m'embrassait pour me remercier. Il avait même l'air content, un peu. Mais pas content, comme je l'espérais. Je sentais bien que quelque chose le chiffonnait. En y réfléchissant, je me dis qu'il devait trouver mon attitude un brin contradictoire. D'un côté, je faisais tout pour me rapprocher de lui et raviver la flamme entre nous. De l'autre, je m'affranchissais chaque jour davantage de lui. De nouveaux projets plein la tête, lui offrant l'image d'une femme sûre d'elle et de ses talents. À la poubelle, la mendiante de l'amour. La nouvelle Camille avait le vent en poupe. Cette autonomie sentimentale aurait dû le réjouir. Or, il restait circonspect. Il avait l'air d'attendre de voir. J'espérais que bientôt, mon changement d'attitude à son égard et mes jeux amoureux auraient raison de ses réticences. En entendant cet heureux jour, je continuais mon lent travail d'introspection pour découvrir qui était la véritable Camille. La Camille créative et audacieuse, qui saurait me remettre sur le chemin de mes rêves. Je m'attelai donc à en dessiner le portrait, créant un photomontage original. Je découpais des photos dans les magazines, collais ma tête sur une silhouette de belle femme dans le vent, lui ajoutais un crayon à dessin sous le bras, d'où jaillissaient des croquis de vêtements pour tout petit. Je découpais des lettres à la typographie variée pour reconstituer des mots et les coller harmonieusement sur la planche de style de ma vie rêvée. Confiance, audace et détermination trouvèrent ainsi leur place dans la composition. La jupe que je portais sur l'image, je la dessinais avec les mots créativité et générosité. J'incrustais également les photos de mon fils et de mon mari sur des silhouettes de magazines, dans les postures vivantes et rigolotes. Le tout commençait vraiment à être à l'image de ce que je voulais devenir. Vivant, créatif, ambitieux, drôle et généreux. Satisfaite, je pris le montage en photo et l'envoyai à Claude. Dans la réponse ne tarda pas. Magnifique. Je vois que votre rêve prend forme. Petit à petit, nous continuerons à le préciser. La nouvelle Camille est en train d'apparaître. Pour continuer votre chemin de transformation, je vous propose de me rejoindre jeudi vers 12h30 au numéro 59 de la rue Saint-Sulpice, dans le 6e. Bonne nuit, et au fait, au lieu de compter les moutons avant de vous endormir, ce soir, repensez à 3 choses agréables ou favorables qui vous sont arrivées dans la journée. C'est radical, vous verrez. Claude. En sortant du métro, je me demandais ce que Claude me réservait comme surprise cette fois. Il avait une façon bien à lui de mettre en scène ses leçons d'être, d'illustrer grandeur nature, mais de façon métaphorique certains de ses conseils ou préceptes. Je ris toute seule dans la rue en repensant à la tête que j'avais dû faire lorsque j'avais compris qu'il voulait me faire monter dans une montgolfière. Tout ça pour que je me débarrasse à la fois symboliquement et concrètement de tout ce qui me polluait l'esprit, et ce sentiment de bien-être une fois là-haut. Métaphore encore d'un bien-être plus grand à venir et gratification immédiate, concrète. La galerie des miroirs déformants. Très parlant ça aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça allait être ? Je me surpris à presser le pas en arrivant, rue Saint-Sulpice, pour atteindre plus vite le numéro 59, comme une petite fille impatiente d'ouvrir un cadeau. J'arrivai devant un établissement tout en vitrine, à la devanture moderne et claire, au mobilier intérieur, qui me sembla très design. Je mis quelques instants à comprendre de quoi il s'agissait, et je poussai la porte. À la fois intrigué et amusé, Claude m'avait fait venir dans un bar à sourire. Concept qui me fit sourire. Je savais que ça existait bien sûr, mais c'était la première fois que j'entrais dans ce genre de boutique. Il m'attendait, perché sur un tabouret haut, à tu et à toi avec la patronne. Ils m'accueillirent tous deux, chaleureusement. J'eus l'impression d'être une candidate dans une émission de relooking. Claude voulait m'offrir une formule éclat. Cela me gêna, mais il insista.
Pour lui, cela faisait partie de la formation et du processus global. La patronne nous installa alors dans une petite cabine, et Claude profita des quelques instants d'attente pour me parler. « Camille, vous imaginez bien que je ne vous ai pas fait venir ici uniquement pour la beauté de vos dents. Je m'en doute. Je commence à vous connaître un peu. Sourire de part et d'autre. C'était de circonstance. Outre l'importance de soigner ses dents, je suis surtout là pour vous rappeler celle de votre capital sourire, car votre sourire peut faire votre richesse plus sûrement qu'un ticket de loto. Vous n'exagérez pas un peu là ? Il ne tint pas compte de ma remarque et poursuivit. Un sourire ne coûte rien, et il a pourtant une influence considérable sur votre entourage, comme sur votre propre morale. Le bénéfice est double. Vous connaissez bien sûr les paroles de l'abbé Pierre. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Il a même été démontré qu'un sourire sincère, offert à quelqu'un, peut entraîner par réaction en chaîne jusqu'à 500 sourires dans une journée, sans parler de ses bienfaits sur le cerveau et sur le corps. Savez-vous qu'une étude récente menée aux USA le prouve ? Des scientifiques ont demandé à des volontaires de tenir une baguette dans la bouche. Ceux du premier groupe devaient la tenir sans expression sur le visage. Ceux du deuxième groupe devaient le faire en se forçant à sourire. Ceux du troisième groupe en souriant naturellement. À partir de là, on les a soumis à différents exercices stressants, tels que plonger les mains dans l'eau glacée. À chaque exercice, on relevait les variations de leur rythme cardiaque. Dans le groupe dont l'expression devait rester neutre, le rythme s'était sensiblement accéléré. Dans le groupe au sourire forcé, les relevés attestaient d'un rythme cardiaque bien moins élevé. Mais c'est dans le groupe au sourire naturel que le rythme cardiaque était le plus lent. Que retenir de cette expérience ? Que le fait de sourire, naturellement ou non, réduit les effets du stress sur l'organisme. Là-dessus, les scientifiques sont formels. L'explication, le cerveau interprète le sourire, qu'il soit naturel ou pas, comme un état de bonne humeur et libère des hormones de sérénité. Ce n'est pas beau ça ? Si, en effet. Vous voyez, Camille, sourire vous permet non seulement d'être plus aimée des gens, d'être plus heureuse, mais aussi de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Sans parler du fait que vous êtes tellement plus belle quand vous souriez. Votre visage est tout illuminé et vous avez l'air plus jeune. L'étape suivante, c'est d'apprendre à faire vivre votre sourire intérieur. Mon sourire intérieur ? Oui, c'est un sourire tourné vers soi-même. Sourire qui apporte la fameuse paix intérieure, une quête, un Graal, qui nous semble souvent inaccessible à nous, pauvres occidentaux, en mal de spiritualité. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment en bas de chez nous quelqu'un capable de nous donner ce type d'enseignement. Ni sur les bancs d'une fac, entre un cours de marketing et un de juridique. Alors, qu'aux temps anciens, les maîtres taoïstes enseignaient l'art de ce sourire-là et expliquaient qu'il était garant de santé, de bonheur et de longévité. Car ce sourire à soi-même, c'est comme plonger dans un bain d'amour. Non seulement le sourire intérieur donne une énergie réconfortante, mais il possède aussi un pouvoir de guérison non négligeable. Waouh! Et concrètement, comment je fais pour le cultiver ? Vous pouvez vous entraîner quelques instants, tous les jours, chaque fois que vous avez un petit moment de libre. Asseyez-vous tranquillement, relâchez bien toutes les tensions de votre corps. Desserrez les mâchoires en entr'ouvrant légèrement la bouche. Prenez conscience de votre respiration et de la profonde relaxation qu'elle vous apporte. Physiquement, chérissez ce souffle vital et imaginez qu'il agit comme un massage intérieur. C'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à sentir le sourire intérieur. Vous éprouverez un bien-être profond, un lâcher-prise bienfaisant, une douce sérénité. Vous pouvez aussi visualiser une fleur qui s'épanouit au niveau de votre plexus. Franchement, Claude, je ne sais pas si j'arriverai à être suffisamment détendue pour faire ce genre de choses. Je suis tellement speed. Ne présupposez pas. Faites l'expérience quelques jours. Vous pourriez être étonné du résultat. Au début, c'est normal d'avoir du mal à tenir en place. Puis, au fil des jours, vous prendrez un réel plaisir à retrouver cet état. C'est un peu comme le ciel bleu. Vous aimez le beau ciel bleu des jours d'été en bord de mer ? Ah, ça oui, c'est merveilleux. Mais ici, on est dans la grisaille toute l'année. Eh bien, retrouver le sourire intérieur, c'est un peu comme retrouver votre beau carré de ciel bleu. Et cela, dès que vous le désirez. Même quand le ciel est chargé de nuages, il est toujours aussi bleu. De même, quand votre humeur est maussade, à l'intérieur de vous, il y a toujours ce magnifique ciel bleu qui vous attend. Il faut juste apprendre à s'y reconnecter. C'est bien vendu, bravo, ça donne envie. Une jeune femme pénétra à cet instant dans la cabine. Mon soin allait commencer. Claude s'éclipsa. Je me laissais faire, impatiente de voir le résultat. Puis, je pus admirer mon nouveau sourire dans la glace. Impressionnant. Le soin avait vraiment bien marché.
Enchanté, je rejoignis Claude qui avait repris place sur son tabouret et discutait avec un client qui attendait qu'une cabine se libère, selon toute vraisemblance. Il le salua dès qu'il me vit et s'avança à ma rencontre. « Vous voilà maintenant paré pour sourire, à pleines dents, Camille. Mais rappelez-vous, il est encore plus beau quand il vient de l'intérieur. »